Je vous propose à présent de passer à la deuxième table ronde. Nous allons parler d'organisation du travail. Et donc, je vais inviter sur scène Noémie, Thomas et Sophie. Donc, Noémie Aubel pour Unilassal Beauvais, Thomas Péniguel pour la CUMA Decilex et Sophie Chauvat pour l'IDEL. Noémie nous a rejoint. Bienvenue, Noémie. Bienvenue à cette table ronde. Bonjour à tous. Sophie Chauvat de l'IDEL vient de nous rejoindre et Thomas Péniguel de la CUMA Decilex. Et je vous propose tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, de venir découvrir l'exploitation agricole d'Unilassal Beauvais, un reportage que nous avons tourné très très récemment avec Noémie Aubel, et vous allez pouvoir découvrir ce qui fait l'innovation aussi d'une exploitation agricole dans un établissement d'enseignement supérieur. Responsable du prélevage ici à Unilassal. Donc on se trouve actuellement sur la ferme du campus de Beauvais. Unilassal est une école d'ingénieurs avec son exploitation qui sert de support pour différents TD et essais. Donc on est sur une exploitation qui comprend 60 vaches laitières avec donc son renouvellement. Donc en tout on a 160 animaux sur l'exploitation. On produit un contrat laitier de 554 000 litres de lait qu'on livre à Lactalis et on est dans un système avec un robot de traite de Laval. Donc on est équipé d'un V300. Les vaches du troupeau évoluent donc dans des logettes avec un maximum de confort. On a des matelas assez épais avec une barre au garrot cintrée pour maximiser le confort des animaux. Les vaches laitières ici sont nourries sur un système pouce-cube. Donc c'est un système d'alimentation où les vaches ont manger à volonté tout au long de la journée et où on nourrit les vaches une fois par semaine par côté. Donc on distribue d'un côté le mardi et d'un côté le jeudi. On distribue des cubes de ration mélangés. Les cubes de ration mélangés sont réalisés au silo 2 fois par an où on mélange l'intégralité de la ration. Un agriculteur peut lui réaliser sa ration tous les matins. Nous le faisons 2 fois par an où nous mélangeons en fait tous nos ingrédients dans le silo. Le silo est donc refermant pendant 6 semaines, ce qui permet une meilleure homogénéisation des pH et donc d'augmenter la digestibilité pour les vaches laitières. De manière hebdomadaire, la distribution des cubes avec son débâchage et le nettoyage du fond d'attaque du silo dure 3 à 4 heures 2 fois par semaine. Donc on compte 2 matinées dans la semaine pour pouvoir distribuer, enlever le refus et remettre à jour et au propre notre silo. Il nous reste quotidiennement après à réaliser juste l'avancement de la table et nettoyer quelques refus, ce qui permet un grand gain de temps dans l'organisation de notre travail. Sur l'exploitation, on est équipé d'un robot V300 de la marque de Laval qui a 1 an aujourd'hui. Nous étions précédemment déjà... Sur l'exploitation, on est équipé d'un robot V300 de la marque de Laval qui a 1 an aujourd'hui. Nous étions précédemment déjà équipés d'un robot d'une génération 2006, aussi de la marque de Laval. Le changement a été réalisé l'année dernière puisque l'ancienne génération devenait vieillissante avec beaucoup de pannes. Donc du coup, on a réalisé un choix économique et aussi en termes d'organisation de gain de temps pour gérer moins de pannes. Nous sommes équipés sur les animaux de la boucle Allflex avec le système SenSub. Donc la boucle est posée dès le premier jour de vie de l'animal. Cette boucle nous permet en tant que ferme-école d'approcher un autre mode d'observation des animaux pour appréhender des comportements qui sont peut-être plus discrets et donc plus invisibles à l'œil de l'homme. Le système SenSub de Allflex nous permet surtout d'observer des animaux qui peuvent être en grave détresse, aussi bien dans leur niveau santé que d'être tout simplement coincés pour quelque chose, dans les périodes nocturnes ou dans les gros pics de travaux, ce qui nous permet de recevoir une alerte sur notre téléphone et d'intervenir au plus vite. Dans cette même modalité, nous avons aussi des caméras qui nous permettent essentiellement de surveiller les naissances et le bon déroulement de celles-ci.
En conclusion, la ferme d'Unilassal réalise aujourd'hui ses choix autour du bien-être de l'éleveur pour optimiser le bien-être de l'animal qui l'entoure. Voilà donc la présentation des différents outils qu'a mis en place Unilassal par rapport notamment à l'organisation du travail. Noémie, effectivement, donc comme on avait vu pour Vervins tout à l'heure, en fait, plusieurs actions concourent à la résolution d'une problématique. Là, en l'occurrence, on a pu constater que effectivement, on avait plusieurs actions sur l'exploitation qui permettaient d'organiser le travail. On voit qu'il y a aussi pas mal d'outils connectés. On parle de caméras, on parle de boucles. Avant d'arriver sur vraiment la partie alimentation, si on reste vraiment dans la partie un peu techno, on a aussi un robot finalement de dernière génération. Comment est-ce que les gens qui travaillent au quotidien avec vous et vous-même, vous vous êtes approprié l'ensemble de ces outils par rapport à l'organisation de votre travail? Alors, c'est vrai que ça demande pas mal de formation, d'implication de chacun. C'est vrai que pour ça, on a bien été entouré aussi bien par, du coup, comme on a pu le voir, les établissements de Han et la Société de Laval, de même pour Allflex, qui nous ont formés chacun notre tour afin qu'on puisse voilà, répondre au mieux aux impératifs de la machine, en tout cas pour le robot de traite, et puis après un petit peu sur la gestion du troupeau avec les autres outils. Après, on s'entraide entre nous, bien évidemment, pour que chacun puisse trouver ses marques. Et puis après, on va dire que c'est une petite, c'est une prise en main quotidienne. On se retrouve face à certaines questions et puis on interagit avec nos partenaires pour pouvoir continuer de se former au quotidien. D'accord. Et à côté de ça, effectivement, on a une autre forme, on va dire, d'outil qui est effectivement la manière dont vous avez pensé l'alimentation de vos vaches laitières. En l'occurrence, là, on n'est pas dans le numérique ou dans l'outil connecté. On est vraiment dans des outils qui, en l'occurrence, ont été très bien pensés en termes de mélange, avec du coup des solutions qui permettent finalement de passer peu de temps sur vraiment le fait de distribuer l'alimentation. C'est facile de passer de gérer à la fois des outils très connectés et des outils moins connectés en termes d'organisation du travail? Alors oui, justement, c'est parce qu'on a employé des solutions très pratiques, par exemple sur l'alimentation, qu'on peut aussi prendre un petit peu plus de temps d'observation et de bien raisonner ce qu'on peut observer sur les courbes que ce soit d'outils du robot de traite, que ce soit sur les boucles Allflex pour les chaleurs ou le bien-être des animaux. Donc, du coup, voilà, ce qui nous a permis les solutions, on va dire, plus rationnelles qu'on peut employer sur l'alimentation et plus basiques, avec moins de technologie, nous permettent aussi de nous concentrer sur une meilleure observation de nos animaux et à l'œil nu et de comparer par rapport à ce qu'on peut voir avec les outils. D'accord. Ok, très bien. Du coup, je vais passer la parole à Thomas Péniguel, donc qui représente la CUMA Decilex. Vous êtes agriculteur en polyculture et élevage dans le Boulonnais. C'est bien ça, donc plus exactement à Doudoville? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre exploitation en quelques mots et puis nous présenter votre CUMA avant qu'on passe vraiment à l'usage de la décileuse et puis qu'on montre le petit reportage qu'on a sur cet outil? Donc, c'est une exploitation de 960 000 litres de lait avec 200 hectares. On était 3 associés, donc mes parents et moi-même. Depuis l'année dernière, on n'est plus que ma femme et moi, sachant que ma femme est institutrice en même temps, donc elle ne travaille pas sur l'exploitation. Donc je suis le seul chef d'exploitation. Et donc, on a la particularité de travailler en CUMA depuis 2013 sur la partie décileuse et depuis 2017 en commun avec donc 8 agriculteurs actuellement. Allô? Allô, oui. On vous entend. Excusez-moi, attendez. C'est les aléas du direct. Ah, voilà, ça y est, excusez-moi, c'est que j'avais appuyé sur une mauvaise touche et je vous voyais plus. Donc on a 8 agriculteurs pour la partie décileuse et donc on travaille à 3 agriculteurs en commun sur la partie semis, toutes les activités de travail du sol.
Donc moi j'ai plus de tracteur, j'ai uniquement un petit tracteur pour pailler et c'est tout. Tout le reste je l'ai en commun. D'accord. Et une charrue, Donc ok. voilà. Alors, je vous propose du coup un petit reportage de 2 petites minutes sur justement le fonctionnement de cette dessilleuse et on en reparle juste après. Pas de souci. Donc au niveau historique de la création de l'ACUMA et du projet, donc on est suite à une réunion avec la communauté de communes de Huquelier, suite à différentes réunions diverses qu'il y a eu justement sur l'alimentation. Il y a eu une invitation d'envoyer pour justement au niveau de la main-d'œuvre et de savoir comment déléguer certaines activités, et on est ressorti justement l'activité automotrice des silage. De là est parti un groupe qui a continué à travailler pendant 6-7 mois. Donc on est allé voir d'autres CUMA qui fonctionnaient, suivi d'autres réunions avec des constructeurs, avec toujours soit avec l'animateur des CUMA et l'animateur aussi de Huquelier justement qui nous a épaulé dans ce travail. Mon cas personnel au niveau organisation, on s'est recentré vraiment plus sur l'atelier laitier, du fait qu'on a délégué cette partie alimentaire, la personne qui s'en occupait maintenant, on est capable de traire à deux, donc une meilleure qualité au niveau du lait, au niveau des démarrages en lactation, parce qu'on est plus présent sur l'atelier lait au moment le plus crucial, c'est pendant la traite, au matin comme au soir. Bon, les difficultés, c'était plus au démarrage que maintenant. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de difficultés. C'est bien en route. Bon, ça arrive des petites pannes, des bricoles, quoi, mais rien de bien méchant. C'est vrai qu'au début, on a peut-être, il faut se remettre en cause chez soi, dans l'organisation. Un stockage d'aliments. Ouais, dans le stockage d'aliments, dans le travail aussi, parce que il y a des périodes plus grosses pour je sais pas, pour celui qui donnait à manger auparavant. Donc bon, c'est une organisation différente. C'est optimisé vraiment quand le salarié est arrivé, que tout soit prêt, quoi. C'est lui qui fasse le travail avant de démarrer. L'évolution qu'on veut donner à l'ACUMA, c'est toujours la même problématique, c'est la main-d'œuvre et les départs successifs d'associés dans différentes formes comme on a aujourd'hui. Et c'est justement de pallier ce manque en ayant des structures quand même déjà assez conséquentes. On a de la surface, on a des animaux, on a de plus en plus de lait. Et il faut arriver à faire le travail en diminuant justement cette petite main-d'œuvre. Donc on parlerait justement de partir avec différents travaux, mais complètement délégués avec les main-d'œuvre, avec les différents adhérents qui sont présents. Moi, j'ai pas de limite dans le. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de limite dans le fait de travailler en commun, quoi. Pardon, Thomas, ce reportage, il a déjà 4 ans et il nous permettait d'illustrer effectivement le fonctionnement à la fois au sein de l'ACUMA de cette dessilleuse et puis pour ceux qui auraient moins cette vision technique, voir comment effectivement c'était utilisé au quotidien avec les animaux. 4 ans après, quel constat vous faites de l'utilisation de ce matériel en CUMA? Ah, on a perdu Thomas. Alors, on va essayer de faire revenir Thomas, sinon on passera à l'intervention de Sophie et puis on récupérera Thomas par la suite. Okay. Alors, on va attendre. En attendant Thomas, on va passer directement à Sophie. Donc, Sophie Chauvin, alors n'est pas dans les Hauts-de-France en ce moment, mais à Montpellier, si mes informations sont bonnes, en tout cas dans le sud de la France. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a un peu plus de soleil dans la pièce où est Sophie que chez les gens qui sont en ce moment dans la région Hauts-de-France. En tout cas, on est ravis d'accueillir l'IDEL en tant qu'institut technique, donc pour l'élevage. Sophie, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter et puis ensuite on passera à Déclic Travail.
Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Sophie Chauvat. Je travaille à l'Institut de l'élevage, donc dans un service sur l'approche sociale et le travail en élevage. Et je suis aussi co-animatrice donc du réseau mixte technologique du RMT Travail en agriculture, qui est donc un réseau de partenaires qui travaillent sur ces questions de travail. Voilà. Ok, très bien, très bien, merci Sophie. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la présentation de Déclic Travail et puis un petit mot aussi sur OK Éleveur, puisque là, avec l'intervention de Noémie et Thomas, on a vu effectivement comment des modifications techniques pouvaient amener des organisations de travail chez les éleveurs. Avec Déclic Travail, on va voir plutôt comment l'éleveur peut prendre du recul sur ce qu'il fait et puis essayer de trouver des solutions. On va charger tout de suite votre diaporama. Merci. Ça va venir. Ça va venir. Des nouvelles technologies, on en a beaucoup parlé. Nous aussi, ce sont des technologies. Ah, Thomas. Pourtant, il était bien chargé. Alors, entre-temps, Thomas est revenu, mais par contre, moi, je n'arrive plus à charger le diaporama. Alors. Ce sont les aléas du direct. C'est exactement ça. Tout avait bien fonctionné. On ne vous ment pas. C'est pas du top, c'est du vrai. Ah oui, ça, effectivement. Alors, j'ai effectivement un petit souci sur le diaporama. Je vais voir si c'est… Est-ce que c'est le diaporama qui… On va le recharger. Alors. Ah, voilà. Ah ben voilà. Sophie, la parole est à vous. D'accord, merci beaucoup. Donc moi j'ai quelques minutes donc pour vous présenter l'application Déclic Travail, qui est une application donc dédiée au monde de l'élevage, notamment de l'élevage de ruminants, puisqu'il comprend les filières bovin-lait, bovin-viande, ovin-lait-viande et caprine. Cette application bénéficie d'un large partenariat national, mais aussi binational, puisque on travaille avec le centre de recherche de Wallonie. Alors, voilà, oui, bon, c'est un peu spécifique. Au secours. Voilà. Ce sont aussi des outils qui sont très animés. Alors, l'outil Déclic Travail, comme son nom l'indique, il permet, en fait, il a pour objet, donc, de sensibiliser les éleveurs, donc, de ruminants, comme je disais, aux conditions d'exercice de leur travail, c'est-à-dire à leur travail. Comme on l'a vu, aujourd'hui, les éleveurs sont confrontés à de nombreux défis, notamment celui du renouvellement des générations. Et donc, on a besoin d'avoir un métier qui soit attractif. On a besoin que le bien-être et la qualité de vie des éleveurs et la qualité de travail donc des éleveurs s'améliorent. Et l'idée de l'outil, donc, c'est de prendre un peu de recul sur ces questions de travail. Donc, ça, c'est la première chose. C'est le premier objectif de l'outil. Il faut savoir quand même qu'il s'agit de sensibiliser, que ce n'est pas avec l'outil Déclic Travail que demain, on va complètement révolutionner les organisations du travail des élevages, mais on va pouvoir prendre du recul par rapport à son travail. Alors, l'outil vise également à développer l'accompagnement des éleveurs sur le thème du travail. Pourquoi? Parce que la plateforme, elle permet de rentrer en contact avec des conseillers spécialisés sur ces thématiques-là. Je vous assure, je ne fais rien, hein, ça passe… Il y a des trucs mystérieux qui se passent. Et donc, voilà, merci. Bon, je suis désolée pour le défilement un peu intempestif. Bon, je vais continuer donc comme je peux. Le développement de l'accompagnement travail des éleveurs, puisque l'éleveur pourra, à partir de l'application Déclic, directement contacter des conseillers spécialistes du travail qui sont proches de son exploitation.
Et ensuite, bon, alors là, je suis complètement perdue. Excusez-moi. Voilà. Bon. J'ai perdu ma souris aussi pour faire défiler et Déclic Travail donc doit permettre de mutualiser, de valoriser, d'harmoniser les ressources, hein, les solutions produites, des ressources produites par les acteurs de l'élevage. Je sais pas ce qui se passe. Effectivement, je pense qu'on a un parasitage sur la modification du diaporama. Donc, il faut juste que chacun fasse bien attention à ce que ce soit la personne qui parle qui utilise les flèches pour le diaporama. C'est très spécial. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vous parler. Ne faites pas attention au diaporama. Donc, qui permet de mutualiser, valoriser, harmoniser. C'est-à-dire qu'on essaie de rassembler dans Déclic Travail toutes les solutions qui ont été produites par les partenaires donc du développement agricole dans les chambres d'agriculture, les instituts techniques ou les coopératives. Et l'idée, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces solutions sur une plateforme unique qui est Déclic Travail, de ces solutions donc sur le travail. Et puis, la dernière chose, c'est aussi de renforcer la prise en compte du travail dans l'enseignement, la formation et le conseil, c'est-à-dire que Déclic Travail, c'est bien sûr une plateforme pour les éleveurs, mais aussi les conseillers, les formateurs et les enseignants peuvent y trouver des ressources, notamment s'ils veulent accompagner le travail, il y a des solutions qu'ils peuvent puiser donc dans la banque de ressources de Déclic Travail. Ils peuvent utiliser l'outil pour des modules de formation ou des réunions participatives ou du conseil individuel sur le travail. Donc ça paraît, voilà, c'est une application un peu complète. Alors là, je vais la faire passer. Voilà. Déclic Travail, donc, il comporte deux fonctionnalités principales. Il en comporte plusieurs, bien sûr, mais deux principales. Une première, qui est le fait d'avoir un autodiagnostic en ligne, qui est rapide, à destination de l'éleveur. Et en quelques clics, l'éleveur précise ses attentes et ses attentes d'amélioration sur le travail et un peu sur sa situation de travail. C'est assez rapide. Et donc, tout de suite, à la suite de cet autodiagnostic, une synthèse des résultats est proposée avec quelques solutions qui sont proposées également, qui sont adaptées et ciblées sur les attentes qui ont été énoncées dans l'autodiagnostic. Et ces résultats, ces fiches solutions, donc, elles sont puisées dans la banque de solutions de Déclic Travail, sachant qu'on peut évidemment aussi directement aller faire une recherche directe des fiches solutions et aller compulser donc les fiches solutions, les trucs et astuces, les vidéos sur le travail directement sans passer par l'autodiagnostic, bien évidemment, et ce qui est très intéressant pour les conseillers, les formateurs et les enseignants, même si nous, notre objectif, c'est que l'éleveur, bien sûr, peut directement chercher les solutions de travail dans la banque de solutions, même si nous, notre objectif, c'est qu'il passe d'abord par l'autodiagnostic. Et une fois qu'il a, regardé les résultats, il peut aller contacter des conseillers qui sont donc des spécialistes sur le travail, sur l'organisation, sur la gestion des ressources humaines, sur la santé, la sécurité, selon les questions qui se posent. Alors, l'application est une application donc en ligne, accessible directement par ordinateur, sur une tablette ou sur smartphone. Elle est accessible effectivement gratuitement par tout le monde, sans identification, sans création de compte, donc ce qui fait que les résultats sont totalement effectivement confidentiels et privés. Elle rassemble donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, mais on espère bien évidemment que ça va évoluer, elle comporte plus de 60 fiches, pistes de solutions, plus de 100 trucs et astuces et plus de 100 contacts d'experts qui sont donc répertoriés dans la base de contacts. Et alors, une chose qui me paraît très importante, c'est de dire que effectivement, Déclic Travail a été lancé, opérationnalisé dès le 1er septembre de cette année. Surtout là, on a fait une diffusion auprès des conseillers. C'est une application toute récente. Et en fait, le défi auquel elle est confrontée, c'est qu'il va falloir avoir une mise à jour régulière de la base documentaire, des fiches solutions, parce que bientôt, sinon, on sera très vite dépassé par rapport aux solutions. Ce ne seront plus des solutions innovantes et on a besoin toujours d'avoir des solutions innovantes pour que cela ait un intérêt pour les éleveurs qui vont aller sur
plateforme. Et puis aussi, on actualisera évidemment et on espère incrémenter la base des conseillers qui va y avoir. On espère qu'il y aura de plus en plus de conseillers qui pourront, j'allais dire, offrir leurs services sur cette plateforme Déclic. Je voulais signaler juste une petite chose pour terminer en passant, c'est que sur la filière équine, il y a également un outil assez similaire qui sera mis en ligne et qui s'appellera Équipilote Travail, mais plutôt en 2021, voilà. Et puis, c'était simplement pour dire en termes de diffusion de Déclic Travail, c'est que bien sûr, on va le faire via la plateforme Déclic en elle-même, évidemment, via les sites des partenaires, hein, autant que faire se peut. Mais on va aussi essayer de la relayer via la plateforme OK Éleveur. La plateforme donc OK Éleveur est, comme son nom l'indique, une plateforme de service à destination des éleveurs et des éleveuses. C'est une plateforme OK Éleveur qui ne produit pas de ressources, mais qui centralise de la ressource technique à destination de tous les éleveurs et de toutes les éleveuses, par exemple sur des thèmes comme l'économie, les coûts de production, les bâtiments, les équipements, bien sûr le troupeau, la gestion du troupeau, la génétique, l'alimentation du troupeau aussi, mais aussi dans OK Éleveur, il y a la possibilité d'accéder à des ressources sur le travail et l'organisation. Et donc, Déclic Travail sera aussi diffusé via cette plateforme. Et OK Éleveur, en plus, j'allais dire, de Déclic Travail, elle s'adresse aussi aux éleveurs équins et de veaux de boucherie. Voilà, aussi. Je vous remercie beaucoup. Et pour en savoir plus, ben voilà vous avez les liens pour pouvoir accéder à ces deux plateformes. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces éclaircissements donc sur ces deux jolis outils qui sont réellement des outils du coup récents. Hein, Déclic Travail, vous nous l'avez dit, mis en place depuis septembre. OK Éleveur aussi en cours de diffusion de plus en plus important. Si je me retourne vers Noémie et Thomas, est-ce que vous aviez connaissance, est-ce que dans vos réseaux déjà vous aviez entendu parler de Déclic Travail? Est-ce que ce type d'outil pourrait aussi vous être utile dans vos métiers d'exploitant aujourd'hui? Alors Noémie, peut-être vous en tant que responsable d'élevage et avec vos salariés, Thomas en tant aussi que exploitant agricole, et puis aussi à mettre un outil nouveau à mettre à disposition de votre CUMA. Alors qui veut prendre la parole? Thomas? Ouais, ça peut se faire. De toute façon, nous aujourd'hui, sur la CUMA, on a quand même 2 salariés à temps plein, et on essaye d'optimiser leur temps de travail. C'est pas toujours évident. Ils sont, qui plus est, ils sont vachement autonomes. Ils travaillent, ils organisent leur travail. Enfin, c'est toute une vu qu'ils ont 7 patrons, c'est quand même compliqué, et des fois, peut-être qu'un outil comme ça pourrait aider à prendre les bonnes décisions. D'accord, très bien. Je vais revenir à vous, Thomas. Noémie, une réaction sur la présentation de cet outil? Alors oui, effectivement, je pense que c'est une très belle initiative. C'est vrai que, comme Thomas a pu l'évoquer, quand on n'est que de la main-d'œuvre salariée, ou du moins quand il y a de la main-d'œuvre salariée, on est obligé de se tenir à la réglementation. C'est pas toujours évident dans le métier que l'on fait aujourd'hui. L'élevage en particulier, c'est une branche assez spécifique. On est quand même tenu au vivant. Donc, il n'est pas toujours facile de respecter une réglementation avec des horaires, on va dire, très arrêtés dans une journée. Donc, je pense que c'est essentiel de sensibiliser aujourd'hui les éleveurs autour de ça. On a tous une vie privée. Nous, dans l'équipe, on a un jeune papa. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire attention à ce que tout le monde puisse trouver un équilibre entre son travail et sa vie familiale ou ses occupations privées. Ok, très bien. Je vais revenir maintenant à Thomas, puisque tout à l'heure, on a été un peu coupé dans notre élan, Thomas, dans l'échange. Et en fait, on a des questions qui sont arrivées, alors qui vont être des questions assez techniques. Et du coup, comme il y a aussi des questions pour Noémie et pour Sophie, je vais vous demander d'être le plus concis possible dans vos réponses, si c'est possible. Donc, pour commencer, pour Thomas, le chauffeur de la décileuse est-il salarié de la CUMA? Oui. Le chauffeur de la décileuse est salarié de la CUMA. Oui. D'accord. Est-ce que les vaches sont nourries 1 ou 2 fois par jour? 1 fois par jour, et pendant 6 mois, 1 fois le samedi.
C'est-à-dire qu'on donne à manger on double. Ok, on double la ration pour éviter… à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai-juin, suivant l'état des silos. D'accord. Comment est établi du coup le planning? Alors le planning des salariés le gèrent eux-mêmes. Ils gèrent intégralement eux-mêmes, ils sont à 2 et le planning de travail, ils l'organisent eux-mêmes. Nous, après au niveau, parce qu'ils ont aussi, ils travaillent aussi chez d'autres adhérents, c'est que la moitié de leur temps, la décileuse, et donc le reste, ils s'occupent. Voilà, il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux et à s'organiser entre eux, parce que nous, on connaît pas le travail qu'ils ont à faire chez chacun des adhérents, quoi. Donc voilà. D'accord. Et en termes de communication, ils se débrouillent, c'est le téléphone, le mail, éventuellement le SMS, WhatsApp, ou est-ce qu'ils auraient éventuellement un outil spécifique pour dialoguer entre eux et établir leur planning? Le café le matin. Oui, ça me paraît effectivement être un bon moyen de pouvoir gérer des plannings. Voilà. C'est pas forcément hyper techno, mais ça peut être très efficace. Ok. Le café de 7h le matin, il résout beaucoup de choses. Ok, ça me va très bien comme réponse. Et dernière question pour vous, Thomas, est-ce que la machine doit être nettoyée entre chaque ferme? Non, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de… On passe pas dans, il n'y a pas de méthanisation, on passe pas de fumier dedans, c'est que de l'alimentation. Des fois, il reste un peu de betterave. Bon, bah, tant mieux pour le suivant, quoi. Non, mais c'est entre guillemets, c'est pas gênant, quoi. On n'a pas eu de souci jusqu'alors. Ok. On va rester du coup dans l'alimentation avec Noémie, avec une première question. Du point de vue de la ration, comment est-ce que vous gérez les potentiels accidents et les corrections associées? En fait, en gros, quelle est la flexibilité que vous avez éventuellement sur la ration? Alors, aujourd'hui, déjà, on est dans un système robotisé. Donc, et la grosse partie de notre, on va dire, de la flexibilité à la vache se réalise au robot. On a 2 aliments avec une possibilité d'un 3e aliment du coup au robot de traite. Donc c'est ce qui va faire notre flexibilité. Après, justement, le but du mélange, c'est de pouvoir avoir quelque chose avec le moins de transition alimentaire possible. On sait aujourd'hui que la vache laitière, principalement les ruminants, sont des animaux qui résistent très mal aux transitions alimentaires. C'est souvent là où il arrive des accidents, c'est souvent là où on a des pathologies qui peuvent se voir apparaître. C'est une période de stress pour la vache laitière. Donc, moins on a de transition alimentaire, mieux c'est. Nous, on réalise qu'une seule transition alimentaire par an, puisqu'on réalise notre mélange 2 fois par an. Donc, du coup, on va limiter par ce fait. Et on fait beaucoup de préventifs autour de tout ça. On fait analyser tous les produits qui sont mis dans la ration, aussi bien que ce soit les produits qu'on peut acheter. On fait toujours analyser pour vérifier, et aussi bien ce que nous, on va mettre. Notre maïs, notre enrubanage, et toujours analyser aussi 1 voire 2 fois. Et ensuite, une fois que le mélange est fait, je fais réanalyser 2 fois. Parce qu'on sait que c'est compliqué d'analyser des rations mélangées, complètes. Donc, du coup, on fait des analyses pour bien sécuriser, pour bien adapter notre complémentation au robot. Donc, c'est surtout du préventif. Après, quelque chose de très simple, mais le bâchage est essentiel dans la conservation de nos aliments. On fait très, très attention à ça. Donc, du coup, voilà, pour essayer de limiter tout ce qui peut être, aléa ou accident qu'on pourrait voir. Je ne sais pas si ça répond à toute la question dans ce qui était évoqué comme accident. Je pense que si, tout à fait, ça répond à la question. Et du coup, je vais la compléter avec une autre question. Donc, ce choix permet-il d'apporter des coproduits à la ration qui sont pas forcément disponibles au moment de l'ensilage, type tel que drèche, pulpe de betterave, etc. Et je sais que quand on s'était rencontrés, on avait aussi évoqué la problématique ensemble des coproduits disponibles ou pas, avec éventuellement des phénomènes de concurrence par rapport à aujourd'hui d'autres manières de valoriser les coproduits. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, justement, c'est une très bonne question. C'est tout l'intérêt du mélange. C'est que justement, on prévoit notre ration très longtemps à l'avance. Et du coup, on peut pallier un petit peu à ces soucis de coproduits. Aujourd'hui, on a tous un petit peu connaissance de la concurrence, que ce soit avec les méthaniseurs, on a de moins en moins de coproduits sur les marchés. Tout dépend aussi de où on se situe en France. Mais on sait que notamment sur les Hauts-de-France, on peut avoir des drèches de brasserie, on peut avoir de la pulpe surpressée.
Donc nous, on en met dans la ration. Aujourd'hui, ma ration, elle est composée de 24 kg d'ensilage de maïs et il y a 11 kg de pulpe surfaisée. Donc du coup, en coproduit, c'est vrai que c'est des choses qu'on insère. On va aussi mettre, par exemple, de la pulpe, de la drèche de brasserie. On va mettre du soluble de blé. On fait venir des produits aussi que on ne pourrait pas forcément utiliser en faisant son mélange tous les jours. Donc du coup, voilà, tout l'intérêt, c'est de pouvoir acheter nos produits longtemps à l'avance ou les réserver longtemps à l'avance. On sait que sur les pulpes de betterave, aujourd'hui, il faut se positionner longtemps à l'avance. Et puis aussi, voilà, de faire des contrats qui, en prix, sont peut-être plus intéressants puisqu'on fait livrer des grosses quantités en une fois. Et du coup, voilà, on peut avoir des produits qu'on n'aurait pas forcément si on faisait des petites quantités au quotidien. D'accord. Sophie, du coup, deux petites questions pour terminer cette table ronde. J'aurais bien aimé avoir votre réaction, du coup, par rapport au témoignage de Noémie et de Thomas par rapport à ce qu'ils ont mis en place, ce qui est mis en place, chacun dans leurs exploitations, la relation avec la CUMA, avoir votre regard, du coup, d'institut technique. Ah, il faut réactiver le micro, Sophie. Hop, on va le faire tout de suite. Alors, voilà. Alors, en fait, moi, ma remarque, c'est que d'abord, ce sont des solutions qui sont très intéressantes et nous serions ravis déjà de pouvoir les rapatrier dans des équipes de travail aussi. Ça, c'est une première chose. Et moi, ce que j'aurais voulu dire par rapport à ce type de solution-là, leur intérêt, c'est qu'elles combinent souvent plusieurs leviers de solutions. C'est-à-dire que, par exemple, pour la CUMA, on a une solution main-d'œuvre qui s'appelle la délégation. On a, c'est en plus une solution qui est une solution qui apporte une solution, j'allais dire territoriale, hein, qui participe à l'ancrage territorial des exploitations. Et puis c'est aussi une solution matérielle, équipement matériel. Donc on se rend compte que quand il y a des solutions à mettre en place, souvent ce sont des multi-solutions, enfin multi-leviers. Ce sont des solutions multi-leviers qui s'appuient sur différents types de leviers. Donc, comme je l'ai dit, la main-d'œuvre, l'insertion territoriale ici, et puis le matériel. Et puis, de même pour Noémie, ce qui est particulièrement intéressant, ce qui est tout à fait particulier, c'est aussi l'intérêt des nouvelles technologies et de la façon dont le matériel est intégré dans des changements de pratiques. Parce que nous, l'idée, c'est de promouvoir, de Déclic, c'est bien de promouvoir le fait qu'il n'y a pas qu'une solution, qu'un levier matériel, mais que ces leviers matériels doivent s'intégrer parmi d'autres types de leviers. Et en ce sens-là, effectivement, les deux exemples de solutions présentées sont tout à fait remarquables, puisqu'ils obéissent, ils répondent à plusieurs solutions. À plusieurs questions et notamment, j'allais dire aussi, on voit bien que sur le travail d'astreinte, on peut diminuer le travail d'astreinte par certains côtés. Hein, on l'a vu, on ne distribue plus que 2 fois par semaine, ou 2 matinées par semaine. Donc il y a eu. Mais par contre, on repousse tous les jours. Donc voilà. Et ça permet aussi de travailler plus confortablement. Ça n'obéit pas qu'au fait de travailler moins. Mais quand on dit, on peut être 2 à traire parce qu'on n'a plus l'alimentation à s'occuper. C'est une question aussi de bien-être au travail de l'éleveur et pas uniquement de dire on veut absolument avoir 50 vaches de plus, produire plus par personne. On voit bien que là, il y a vraiment des attentes de bien-être et ça, ces solutions mises en place, elles sont particulièrement remarquables par rapport à ça. Et puis effectivement, je pense c'était la conclusion de Noémie dans le reportage et ce sera l'objet de la 3e table ronde. On lie complètement le bien-être de l'animal avec le bien-être de l'éleveur et aujourd'hui, ça c'est fondamental. Une dernière question. Alors, je vois qu'il y a encore des questions pour Noémie, mais on lui redonnera en direct parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Une toute dernière question quand même pour Sophie. Comment aborder dans Déclic la démarche RSE? Est-ce que effectivement ça a été prévu? Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de manière assez concise pour conclure cette 2e table ronde? Alors, pour conclure non, la RSE, pour l'instant, n'est pas prise en compte dans le Déclic. On a déjà eu beaucoup de mal à essayer de faire prendre en compte des idées, de faire prendre du recul sur la gestion des ressources humaines, les conditions de travail, l'organisation du travail, montrer qu'il y avait déjà différents thèmes sur le travail et pas qu'un seul, pas uniquement la rentabilité à tout prix, etc. Donc, déjà, ça a été difficile.
Mais il n'est pas dit que demain, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Enfin, comme je le disais, de toute façon, Déclic, si Déclic veut fonctionner, il faut que Déclic évolue. Et c'est vrai que cette notion de responsabilité sociétale est importante et qu'il faut qu'on y réfléchisse à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir posé cette question qui m'en pose à moi aussi. Eh bien, merci à Xavier Joly, un de nos participants, de l'avoir posé. Et donc, on note que effectivement, ça pourra être pris en compte dans Déclic Travail, mais ultérieurement. En tout cas, merci à chacun de vous, à Noémie, Sophie et Thomas qui ont participé et animé avec moi cette table ronde. Merci à chacun de vous. Et donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième success story. Et donc, pour cette deuxième success story, on va changer de filière. On va passer des bovins laitiers aux équins et on a le plaisir d'accueillir Camille Saute. Camille qui va venir nous présenter le dispositif Equisense, qui est un capteur connecté pour les chevaux et notamment les chevaux au travail. Mais on verra aussi, et notamment qu'en région Hauts-de-France, on pourrait tout à fait utiliser ces capteurs comme un témoin préventif, en tout cas, de la boiterie, et en particulier pour certains chevaux, en particulier emblématiques des Hauts-de-France, mais on y viendra un peu plus tard. Bonjour Camille. Bonjour. Eh bien, je propose que tu nous présentes tout de suite, que tu nous présentes Equisense. Je vais lancer ton diaporama que je te laisserai activer comme tu le souhaites. Alors, tu as pu constater peut-être que le diaporama était particulièrement sensible. Mais voilà, je vais te laisser nous présenter ta structure et puis on parlera un peu d'attelage à la fin de ton intervention. La parole est à toi, Camille. Merci beaucoup. Alors, donc, je m'appelle donc Camille et je suis la fondatrice de Equisense que j'ai créée il y a maintenant 5 ans à la sortie de ma formation d'ingénieur à l'UTC, qui est l'école d'ingénieurs de Compiègne. Donc, ce qu'on a développé, c'est un système d'objets connectés pour les chevaux à la base plutôt les chevaux de sport, mais c'est un outil qui s'utilise sur les chevaux au travail, quelle que soit la discipline. L'idée étant qu'on peut, grâce à ça, mesurer les paramètres locomoteurs du cheval, mais aussi sa condition physique. Puisque ça va mesurer donc la locomotion et aussi la fréquence cardiaque, qui nous donne beaucoup d'informations sur la condition physique du cheval pendant son entraînement. Donc ça se présente comme ça, c'est une application mobile qui est reliée à un petit capteur qu'on va venir glisser dans la coque orange qu'on voit ici sur l'attache. Cette attache se fixe au niveau de la sangle, donc sous le ventre du cheval. Et l'autre partie noire qu'on voit ici, c'est une électrode qu'on va venir glisser sur le thorax, au niveau des côtes du cheval, donc sous la selle quand le cheval est monté. Donc, vous le voyez ici, c'est utilisable pour toutes les disciplines. Donc, les 3 disciplines olympiques, le saut d'obstacle, le dressage ou le concours complet. Mais c'est aussi utilisé en attelage, en effet. Ça se fixe très bien sur les chevaux qui sont attelés. Et donc, ça permet aussi de voir leurs conditions physiques à eux, qui ont des charges de travail quand même assez importantes. D'un point de vue historique, c'est une boîte qui a été donc née et élevée dans les Hauts-de-France, puisque on l'a montée, on a créé la société après avoir été diplômée de l'UTC à Compiègne en février 2015 avec mon associé Benoît Blanchet. On a commencé nos tout premiers tests au Haras national de Compiègne avec Marion, justement, qui nous a aidés, qui a participé vraiment au tout premier test pour voir si ça fonctionnait et si on pouvait réussir à mesurer ce qu'on souhaitait. Et je peux confirmer que sur les premiers tests, vous avez eu affaire à des chevaux vraiment presque entre guillemets de briques et de broc. Je pense que vous avez testé vraiment, je crois, du plus petit au plus gros et du plus boiteux au plus sportif de ce qui peut arriver de ce qu'on peut avoir comme chevaux. C'est ça, mais c'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on a réussi à aller jusqu'au bout.
Et donc après, on est parti à Lille puisqu'on a réussi à avoir des investisseurs qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés pour la création de la société et pour l'emmener à l'étape d'après. Et donc, on a été notamment incubé à Euratechnologies depuis novembre 2015. Et donc, avec tout ça, on a réussi notamment à lever des fonds. C'est toujours très important pour des sociétés comme nous qui fabriquent des outils techniques, puisqu'on a des frais importants. Donc, on a levé des fonds auprès de fonds régionaux, notamment Finorpa, qui est le fonds d'investissement du Nord-Pas-de-Calais, NFA, qui s'appelle donc Nord France Amorçage, la BPI. On a été accompagné par beaucoup d'acteurs de la région, et notamment, puisqu'on parlait d'attelage, on a également eu un beau partenariat avec Franck Grimont-Pré, qui est connu pour notamment son entreprise de logistique, mais qui est aussi un meneur chevronné, et qui a notamment une société qui s'appelle Attel vers Amiens, si je me trompe pas. Effectivement, à Conty, à 20 km d'Amiens. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil qu'on a pensé au départ pour les chevaux de sport, mais qui est utilisable complètement dans d'autres conditions, notamment en effet, comme vous le disiez Marion, sur les chevaux de trait, puisque donc dans les Hauts-de-France, les chevaux de trait sont utilisés notamment pour le ramassage scolaire et les déchets verts. Et c'est vrai que ces chevaux-là ont la particularité d'être soumis à des charges de travail qui sont assez importantes, et leur utilisation nécessite une prévention, vraiment d'être axée sur la prévention, parce qu'avec ces chevaux-là, le moindre problème, typiquement une boiterie ou autre souci de santé, pourrait avoir des impacts économiques forts, et puis après pour le bien-être de l'animal aussi. C'est des chevaux qui vont mettre du temps avant de revenir au travail, et qui vont nécessiter énormément de soins derrière. Donc, l'outil qu'on propose permet effectivement de prévenir les boiteries, puisqu'on va analyser ce qu'on appelle la symétrie du cheval. Et donc, au fur et à mesure du travail, on va pouvoir suivre comment la symétrie évolue. Et si on détecte une baisse progressive de la symétrie, ça va nous permettre de voir très tôt qu'il y a une boiterie qui est en train de se profiler, et donc ça nous permet d'arrêter le travail du cheval très tôt, avant que la boiterie nécessite par exemple l'intervention d'un vétérinaire. Et donc ça permet que le cheval n'associe pas non plus son travail avec de la douleur, et ça c'est très important pour ces chevaux-là. On peut donc aussi… Peut-être, je sais que dans les annexes, peut-être pour qu'on visualise bien le type d'information qui est donné par l'application, est-ce qu'on peut, il me semble qu'il y a un schéma sur justement la symétrie du cheval. Est-ce qu'on peut voir en particulier ce schéma-là? Voilà. Alors voilà, donc ça c'est ce qui apparaît dans l'application. Donc on a effectivement la durée du travail du cheval, et en dessous on va pouvoir mesurer, donc on voit la symétrie. Et donc, ça nous donne une note sur 10, ce qui est du coup très simple à analyser. Donc là, sur cet exemple-là, la note est à 8,3 sur 10, donc tout va bien pour ce cheval-là. Et on a aussi à côté l'évolution. Donc là, on voit que d'une part, la note est bonne, et en plus, c'est mieux que d'habitude puisqu'on voit une évolution positive. Alors qu'on pourra voir à l'inverse une évolution négative, et ça nous permet du coup d'identifier très vite que la symétrie se dégrade. Et donc, si au fur et à mesure des séances de travail, le cheval voit sa symétrie dégradée, ça permet, avant même que la boiterie soit clairement identifiée, de voir que la locomotion se dégrade. Voilà. Après, du coup, le fait de mesurer la symétrie, et notamment avec le rebond qu'on voit juste à côté aussi, et bien entendu la fréquence cardiaque que j'ai ici, avec tout ça, on peut identifier que le cheval est douloureux. Et c'est vrai que sur les chevaux de trait qui sont peu expressifs là-dessus, en tout cas qui ont la capacité à encaisser des douleurs importantes avant de montrer un souci, c'est hyper important, puisque la combinaison entre la fréquence cardiaque et la symétrie et le rebond peut permettre d'identifier très tôt que le cheval a une douleur quelque part, que ce soit un souci respiratoire, ce qui est très fréquent chez les chevaux, un souci cardiaque ou un souci musculaire, ou autre. En tout cas, ça permet d'identifier très tôt que le cheval a une douleur, et donc de l'arrêter au plus vite. J'ai perdu une diaporama, donc je ne peux pas passer.
Alors effectivement, on va pas se battre avec sur le diaporama qui effectivement depuis tout à l'heure nous fait des petites blagues. On arrive quasiment à la fin de cette success story, mais si je dois retenir deux choses, Camille, aujourd'hui du coup vous proposez un outil, on est d'accord, qui est complètement utilisable en particulier en attelage et pour les chevaux de trait, et en particulier pour la région Hauts-de-France. La région a investi pas mal de moyens sur le programme de sauvegarde des chevaux de trait du Nord et Boulonnais, avec des actions assez importantes sur le fait de les remettre au travail. Si on les remet au travail, a priori, c'est qu'on les élève, on fait naître des poulains pour lesquels on trouve des débouchés. Donc effectivement, vous avez conçu votre capteur aussi avec des vétérinaires tout au long de la conception, et je sais que vous l'améliorez régulièrement, puisque on a régulièrement à la fois des propositions d'exercice, mais des améliorations qui arrivent sur le capteur. Et puis effectivement, c'est Equisens, on peut dire aujourd'hui vraiment que c'est un produit made in Hauts-de-France? Tout à fait, complètement. On est vraiment né et élevé en Hauts-de-France et on y reste. On a été, d'ailleurs, on a rejoint un groupe qui fabrique des selles, qui est basé à Biarritz, et on s'est battu pour pouvoir rester à Lille, dans le Hauts-de-France, parce qu'on y tient beaucoup. Donc voilà, okay. On restera dans le Hauts-de-France pour l'instant. Non, eh ben ça c'est une bonne nouvelle, et je pense que c'est une bonne nouvelle aussi, voilà, d'avoir votre témoignage en plus de celui de Victor Toldoff tout à l'heure avec l'ITUS. Vous êtes effectivement deux entreprises qui ont commencé par le niveau start-up, vraiment sur des objets connectés pour des filières qui intéressent aujourd'hui les filières animales, et vous êtes vraiment la preuve que c'est tout à fait possible d'être bien encadré, bien accompagné. Merci beaucoup Camille pour ce témoignage. Et du coup, comme effectivement vous avez aussi fait référence à Euratechnologies, je vais passer juste du coup une petite diapo supplémentaire, puisque Euratechnologies donc incube spécifiquement des startups sur l'agtech et la green tech, et donc notamment lundi en particulier, il y aura donc c'est qu'ils appellent le Talents Meet-up, donc le lundi 7 décembre à 18h en visioconférence. Je vous laisse retrouver ce lien, et on vous le remettra dans le chat sur Internet. Si vous êtes porteur de projet, si vous avez envie de mener un nouveau projet dans les Hauts-de-France autour de l'agtech, de la green tech et de l'ensemble des réseaux que met en place Euratechnologies, surtout n'hésitez pas. Mathieu Barlet, Lila Allard et leurs équipes sur la partie agtech, green tech attendent vos projets avec impatience, et je pense que l'exemple de Camille Saute et de Victor Toldoff sont vraiment très explicites en termes de développement d'entreprise. Voilà, merci beaucoup à Camille qui nous avait rejoint, et donc je vous propose que nous passions maintenant à la troisième table ronde.